Bonsoir, merci de choisir Média TV pour vous informer tout de suite. Place à l'invité de la rédaction. Après l'ouverture de la COP 15 à Abidjan contre la désertification et ses enjeux inhérents à l'Afrique, nous nous intéressons aujourd'hui au cas du Maroc, notamment en ouvrant ce livre, en parcourant les 13 chapitres de ce livre enquête intitulé Maroc, justice climatique, urgence sociale. Les 14 signataires de ce livre ont réalisé un véritable travail de terrain pour faire le point sur les menaces que subit l'environnement au Maroc. Et pour en parler, nous sommes avec le journaliste Hicham Oudeifa qui a dirigé la collection enquête de cet ouvrage paru aux éditions En toutes lettres. Hicham Oudeifa, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous, merci de m'avoir invité. Alors, à l'heure où à Abidjan, les plus grands experts de la planète se penchent sur les questions stratégiques de lutte contre la désertification en Afrique, l'ouvrage que vous avez dirigé prend un sens particulier. Comment est née l'idée de faire paraître cet ouvrage? Qu'est-ce que vous avez réellement voulu montrer en publiant ce livre enquête? Alors, ce livre d'enquête vient après une série de livres d'enquête également dans le cadre de cette collection-là, sur la condition féminine au Maroc, sur la condition des enfants au Maroc. Donc, on a fait beaucoup de terrain pour faire ce travail-là et nous avons toujours constaté que la question environnementale a un impact direct sur la vie des gens, et surtout sur la vie des personnes et des populations les plus marginalisées. Et on a décidé à un moment qu'il fallait faire un livre spécifique sur l'urgence climatique et surtout la lier à des problématiques sociétales et sociales, de santé publique, mais également de migration interne et également de survie ou d'opportunités de travail. Donc, ce livre est venu après avoir constaté sur le terrain comment les questions environnementales impactent directement la vie de nos concitoyens. Et il vous a pris combien de temps? C'est un livre d'enquête de quelques mois. En fait, c'est un collectif. Donc, nous avons eu beaucoup des journalistes professionnels qui ont fait un travail de terrain. Mais le côté spécial de ce livre aussi, c'est qu'on a associé des jeunes journalistes qu'on a coachés pour faire du travail de terrain, mais également pour faire ce qu'on appelle du journalisme lent, du slow journalism, des textes un peu longs avec un vrai travail de storytelling. Et donc, à côté du livre en soi, il y a également une méthode, c'est la méthode Open Shabab, la méthode en toutes lettres de formation de jeunes à cette forme d'écriture, et parce qu'on pense également que l'investigation, l'enquête sont un droit humain pour nos concitoyens afin de pouvoir prendre connaissance de ce qui se passe dans le pays et aussi prendre part au débat public avec de la bonne information, avec des données vérifiées et bien documentées. Voilà. Mais tous les signataires de cet ouvrage ne sont pas des journalistes. J'ai vu par exemple Hanan Jalal, qui a 23 ans, qui est avocate stagiaire au barreau de Casablanca. Pourquoi ce choix? Alors, parce que ces jeunes font partie d'un autre programme qui s'appelle Open Shabab. C'est une formation que nous avons initiée en toutes lettres, moi-même et Kenzas Frewi, pour former des jeunes qui peuvent être des étudiants en sciences humaines, en droit, en économie, mais également en journalisme, les former aux outils journalistiques de pointe, au storytelling, au podcast, à la vidéo. Et après les avoir formés, nous gardons le contact avec ces jeunes et on associe les meilleurs, ceux qui ont du potentiel, à un travail d'écriture dans le cadre de livres collectifs. Donc, c'est vraiment une volonté également de transmettre, de transmission de savoir par des professionnels aguerris à des plus jeunes et pourquoi pas susciter des vocations d'écriture. Hicham Oudeifa, la question de l'eau est évidemment centrale dans plusieurs Ouais. contributions de l'ouvrage. L'article de Doudem Sefer revient sur l'oasis de Skoura, appelée jadis la perle du Sud. Une oasis complètement, disons, dégradée et qui, depuis longtemps, ne joue plus son rôle de rempart écologique contre l'avancée de la désertification et de refuge pour la biodiversité.
Ouais, l'eau est centrale. La problématique de l'eau est d'actualité. Aujourd'hui, la crise, le stress hydrique est une réalité au Maroc. Il y a Mm. des régions, on a un texte sur le Souss où les gens ne trouvent pas l'eau à 100 mètres alors qu'ils creusent un puits de 100 mètres. C'est également, elle oblige des populations dans plein d'endroits au Maroc, dans la périphérie de Bimilal et dans bien d'autres régions, d'aller faire des kilomètres et des kilomètres pour tomber pour trouver de l'eau. Il y a une désertification qui progresse d'année en année. Et vous avez bien fait de parler du cas des oasis de Skoura parce que c'est des lieux qu'on est en train de perdre de plus en plus parce que il y a la désertification, mais également parce qu'il y a des mauvais choix qui sont pris et des pratiques ancestrales qui ont prouvé leur efficacité, mais qui ont été abandonnées pour d'autres pratiques moins efficaces. Il y a des choses qui ont trait aussi à une consommation excessive d'eau dans ces régions-là qui a porté préjudice à ces oasis-là. Donc, effectivement, nous avons essayé de multiplier les exemples ayant trait à l'eau parce que la question de l'eau et du stress hydrique est fondamentale dans ce registre-là. Il y a aussi les nomades de l'oriental. Il y a un texte qui est dédié à ces nomades-là. Nous aurons Qui l'occasion d'y revenir. Nous aurons Ouais, l'occasion d'y ok. revenir. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que depuis des années, le Maroc a fait de la protection et du développement des oasis une priorité. Plusieurs programmes ont été lancés dans le plan Maroc vert. Quelles sont les autres urgences, disons, à intégrer pour sauver ce patrimoine vert? Je pense qu'il faut faire des choses de manière inclusive, que les décisions, il y a de beaux programmes qui sont là, mais ces programmes-là, s'ils ne sont pas faits en collaboration avec les populations locales, en tenant compte des véritables défis qui se portent à ces communautés-là, ces programmes ne marcheront pas. C'est important de les inclure et d'inclure les problématiques réelles de ces populations-là pour pouvoir gagner le pari de la préservation par exemple, de ces oasis-là, mais il y a aussi la cédrée dans l'Atlas et tout. Donc, il y a un vrai un souci de programmes gouvernementaux inclusifs qui incluent les populations locales. Et il faut aussi, à notre sens, que la question environnementale soit transversale, c'est-à-dire que ce n'est pas une question d'un ministère ou d'un autre, mais il faut qu'elle soit portée comme une urgence nationale, donc qu'elle concerne tous les ministères qui sont, d'une manière ou d'une autre, euh, concernés par la question environnementale. Et on peut dire que presque tous les ministères sont concernés par la question environnementale. Et dans ce contexte, plusieurs pistes sont explorées pour tenter, disons, d'atténuer les effets destructeurs de la sécheresse, notamment celui du tourisme solidaire. Elle n'est pas la seule. Nous avons une chance au Maroc et ça vraiment ça n'a pas ce n'est pas juste par rapport à la question environnementale, mais par rapport à tous les terrains que moi-même ou nos journalistes ont réalisé, c'est qu'on a une société civile extraordinaire dans ce pays, une société civile qui a su développer des pratiques et des bonnes pratiques qui sont bonnes pour leur communauté et dans le cas de ce livre-là, bonnes pour l'environnement. C'est des bonnes pratiques qui gagneraient à être généralisées parce que bon, on sait bien que la société civile est là pour montrer la voie ou elle est là pour développer des choses au niveau communautaire. Mais pour que ces solutions-là soient à efficacité nationale, il faut que ces solutions soient généralisées dans tout le territoire. Et j'invite vraiment ceux qui s'occupent de l'environnement dans ce pays ou ceux qui ont un vrai souci par rapport à ce registre-là, d'aller voir ce que cette société civile fait à travers ce livre, mais à travers également d'autres Mm. actions pour s'y inspirer et faire en sorte à ce que nos politiques soient les plus vertes possibles et nos décisions soient les plus écologiques possibles. Voilà. Vous l'avez dit, l'enjeu de l'eau et de sa raréfaction a un impact dévastateur dans le monde rural. C'est le cas dans l'extrême Est, comme nous le rappelle Soufiane Nani, qui est allé à la rencontre des nomades de la région, des nomades qui se retrouvent dans une double impasse, celle du réchauffement climatique
et de la sécheresse politique. Voilà, c'est un texte qui a écrit par Sophie Hnani, encore un docteur et qui est en médecine et qui est également qui a lancé un podcast que je souhaite à tout le monde de l'entendre. C'est Machi Roujoula, c'est un des podcasts les plus intéressants de ce pays. Et c'est un lauréat d'Open Shabab. Alors lui, il a fait un travail de terrain extraordinaire pour parler de ces populations qui sont un peu les oubliées des politiques, parce que bon voilà, c'est une population qui se sédentarise de plus en plus à cause de la sécheresse, de la perte de leur cheptel, mais ils se sédentarisent autour de villes qui sont déjà fragiles. Je nomme Bouarfa par exemple, ou Figuig, qui sont deux petites villes qui sont déjà quelque part fragilisées. Et donc, ils constituent des ceintures de pauvreté autour de ces villes qui sont déjà pauvres. Et donc, cette sédentarisation ne se fait pas dans les règles de l'art. Les enfants ne sont pas accompagnés pour la scolarisation et ça crée un véritable problème. Et donc, non seulement c'est des populations qui arrêtent ou qui cessent une activité ancestrale, qui est celle du nomadisme, mais qui se retrouvent à un moment forcés à se sédentariser, mais dans des conditions, à mon sens, pas dignes du tout. Voilà. Et il y a aussi Rita Zine qui s'intéresse pour sa part à l'agroécologie comme alternative aux intrants chimiques. Il en va de l'entretien de la santé du sol, mais aussi des paysans, une option salvatrice pour le Maroc, mais qui ne convainc pas encore tout le monde à cause de l'investissement à long terme que cela exige. Une question, n'est-ce pas, délicate qui appelle à une harmonisation des réglementations sur le retrait des pesticides. C'est vrai, et les retraits des pesticides aujourd'hui deviennent quelque chose de central pour le Maroc, parce qu'on a vu ces dernières années un nombre important de marchandises agricoles non autorisées à entrer à l'Union européenne à cause d'un pesticide ou d'un herbicide ou un taux élevé par rapport aux standards européens. Et donc, c'est quelque chose de très important, ajoutant à cela vraiment, vraiment l'impact sur la santé publique de nos concitoyens, parce que bon voilà, on le voit de plus en plus. L'agroécologie est une solution. Est-ce qu'elle est durable? Est-ce qu'elle est économiquement tenable? Ben, ça ne tient qu'à nous. Je pense que c'est le genre d'agriculture à encourager, qu'il faut des incitations fiscales et autres pour qu'elle puisse réussir. Mais je pense aussi que nos citoyens commencent à sentir l'importance d'une nourriture plus bio, moins touchés par les pesticides et les herbicides. Et je pense que beaucoup de nos concitoyens sont prêts à payer un peu plus cher cette marchandise-là. Mais il faut penser aussi au commun des citoyens, donc, qui devraient également avoir accès à des produits agricoles de qualité et moins pesticidés, entre guillemets. Et donc, il faut un effort au niveau de l'incitation pour pouvoir nourrir un plus grand nombre avec de la nourriture saine. Et c'est vraiment important parce que ça a un impact énorme sur la santé publique et donc sur les budgets. Voilà. Hicham Oudeifa, dans ce livre enquête intitulé Maroc justice climatique, urgence sociale, vous abordez vous-même l'engagement, disons, et le militantisme en faveur d'un Maroc vert et rendez hommage à plusieurs personnes que vous appelez des éveilleurs de conscience. Parmi les défis majeurs, nous allons y revenir, mais ces éveilleurs de conscience, est-ce que vous avez rencontré parmi ces éveilleurs de conscience une personne qui vous a le plus marqué? Je pense qu'ils m'ont tous marqué d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est génial, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut être dans un petit village comme un des villages au sud de Taroudante et trouver des gens, de Tafraout, pardon, et trouver des gens qui développent mais des solutions à la pointe des solutions environnementales vertes. C'est important de voir que cet engagement ne touche pas les villes et les grandes villes, les grandes agglomérations, mais également des petites villes et pour répondre à des urgences.
Mhm. l'eau surtout, mais également d'autres urgences comme celle d'une agriculture solidaire ou celle de trouver des solutions à des problèmes à des problèmes voilà, agricoles. C'est aussi des militants pour la faune, pour préserver la faune et la flore du pays. J'ai des jeunes qui s'engagent aussi sur Internet pour une plante ou pour un pigeon ou pour une race rare, pour plus de verdure dans nos grandes villes. Mhm. Et ce mouvement est réel, non politisé, mais avec un engagement énorme au niveau des réseaux sociaux, mais également sur le terrain. Et vraiment, j'ai tenu dans ces textes-là à leur rendre hommage, parce que si ces livres-là qu'on sort, parce qu'on en a sorti pas mal, presque une dizaine de livres d'enquête, s'ils sont là et s'ils ont autant d'impact, c'est parce que ces personnes-là existent, c'est parce que ces personnes-là militent pour des solutions pour leur communauté, sans beaucoup de bruit. Et nous ne sommes que des amplificateurs de ce que ces gens-là font et des amplificateurs avec la volonté que ces actions-là puissent être entendues en haut lieu et encouragées, voire généralisées sur tout le royaume. Hicham Oudefa, parmi les défis majeurs et urgents à relever aujourd'hui, il y a celui de la gestion des déchets. C'est au cœur de l'entretien que vous avez mené avec Moustapha Adetraoui. Qu'avez-vous retenu de cet échange avec lui? Alors, deux principales choses. La première, qui a un vrai problème de gestion des déchets au Maroc, parce que à la base, on n'a pas de tri. Quand tu mets pas le tri au centre de ta politique de gestion des déchets, ben, ça marche pas. Deuxièmement, et ça, c'est un espoir, c'est que nous avons, le Maroc a développé, le Maroc des populations a développé un tri, un tri informel par des jeunes qui font du tri. On les appelle les bouara, on peut les appeler autrement ailleurs, et qui font ce tri-là. Et c'est tout un système a été développé pour qu'il y ait un tri, parce que le tri n'existe pas à la base. Et ces gens-là gagneraient, encore une fois, à être aidés dans ce qu'ils font, parce que c'est des gens qu'on considère très mal. Le regard qui est porté sur eux n'est pas un regard tendre, mais c'est des gens qui font un travail énorme dans cette chaîne de la sélection. Et on gagnerait peut-être à formaliser tout cela, à faire en sorte à ce que ce provisoire, ce bricolage qui s'est fait, sorte de l'informel et devienne quelque chose d'un peu plus formel, en aidant ces bouhara-là et en les formant un peu mieux, en les légalisant, en leur donnant peut-être une existence juridique. Et c'est tout le mal qu'on souhaite pour notre pays, parce qu'au moins, cette opération se fera de manière un peu plus efficace, en attendant, bien sûr, un véritable système de tri à la base, qui permettrait une gestion des déchets conforme aux normes internationales. D'où Alors, je parle même l'importance pas également des... de sensibiliser les citoyens sur l'importance de trier les déchets à la maison. Oui, mais on peut toujours trier à la maison, mais s'il n'y a pas, au niveau du système de la gestion des déchets, par les communes ou par les opérateurs privés, s'ils ne sont pas équipés de telle manière Hmm. à trier eux-mêmes ce qu'on a trié pour eux, eh ben on peut trier comme on veut, mais à la fin, ce n'est pas respecté. Donc, il faut que le système, il faut sensibiliser bien sûr les populations pour qu'ils trient, mais qu'après, ce tri-là serve à quelque chose. Et tant que ce système-là n'est pas installé, malheureusement, le tri par les individus ne servira pas à grand-chose. D'autres moments forts du livre Hicham Oudefa reviennent sur la, disons, sempiternelle chasse à la pollution plastique, véritable fléau dans le pays, par exemple, avec l'opération Zéro Mika, qui n'a pas vraiment porté ses fruits. Oui, c'était une opération intéressante, parce que elle était concomitante à la COP qui a été
organisée à Marrakech. On avait beaucoup espoir dans cette opération qui a été en plus portée par la société civile, mais qui, à mon sens, est la péché par le fait qu'elle soit réduite à une approche sécuritaire. Or, il fallait trouver des solutions durables à tous les commerces. Là, aujourd'hui, on part dans des marchés informels ou des marchés dans les rues, comme on en trouve au Maroc, partout, de l'ancienne Médina jusqu'au quartier périphérique. Eh ben, il n'y a que du plastique parce que des produits de change n'ont pas été proposés et des produits qui soient à la qui soient que ces commerçants-là peuvent prendre quoi. C'est des solutions qui doivent être adaptées à ces commerçants qui sont quand même dans la précarité. Et donc c'est une opération qui aujourd'hui dans les commerces formels on trouve plus de plastique, mais dans le reste des commerces c'est quelque chose qui existe partout, et donc il faut aller vers des solutions de substitution qui soient à la portée des petits commerces, notamment dans l'informel. Et je rappelle que l'informel est d'une importance capitale, il représente 60% de l'économie nationale, et c'est quelque chose, voilà. Et donc, c'est une bonne opération, mais qui a été, à notre sens, malmenée ou pas menée dans les conditions optimales pour qu'elle réussisse. Voilà. Jamoudefa, vous le dites souvent, la lutte contre la désertification, disons, l'environnement doit être, tout le monde doit s'intéresser à l'environnement. Et aujourd'hui, dans vos différentes sorties, vous le dites souvent, que les médias doivent aussi apporter leur pierre à la lutte contre ces changements climatiques. Oui, aujourd'hui, l'environnement n'est plus un luxe. Auparavant, on nous opposait toujours à l'importance de lutter pour un environnement sain, l'histoire de l'économie, qu'il faut des boulots et que de toute façon, c'est ça la priorité. Ben, aujourd'hui, avec ce livre, on essaie de démontrer que l'impact aujourd'hui, c'est dans la vie de tous les jours de nos citoyens, sur leur santé, sur leur capacité à rester dans un endroit. Beaucoup de migration interne est due au réchauffement climatique et est due aux problématiques environnementales. Beaucoup de problèmes de santé est dû à ça aussi. Même au niveau de son gagne-pain qui peut être affecté par des questions environnementales. Et donc aujourd'hui, il y a d'une part, c'est important qu'il y ait une véritable, qu'il y ait que la question environnementale soit transversale dans toutes les décisions gouvernementales, mais que le citoyen prenne conscience de l'importance de... Il le fait de plus en plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui font un travail énorme au niveau de la société civile, mais on l'a très bien vu avec la Covid-19, quand on met les moyens quand on mobilise les médias publics pour pouvoir valoriser une certaine pratique des choses ou dire aux gens voilà ce qu'il faut faire et ne pas faire. On a bien vu que ça a réussi. Je pense que quelque chose de cette nature-là doit être mené, certainement sur le stress hydrique le plus rapidement possible et sur les autres questions environnementales aussi, parce que c'est quelque chose c'est pas quelque chose c'est pas de l'urgence, c'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui. Et si on change pas nos habitudes, et si nos gouvernements ne changent pas aussi d'habitude, on sera encore plus affecté que ce qu'on l'est aujourd'hui. Voilà. Jamoudefa, merci. Merci d'avoir Merci. répondu à nos questions. Je rappelle que vous avez dirigé l'ouvrage Maroc, justice climatique, urgence sociale, un ouvrage qui sera d'ailleurs au cœur de rencontres organisées par l'Institut français jeudi 12 mai à Tétouan et vendredi 13 mai à Tanger. Merci Hicham. Merci à vous, à très bientôt. À très bientôt. Voilà, c'était tout pour l'invité de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'info se poursuit sur Médien TV et Médien TV Afrique.